C'était une pluie froide, une de ces pluies bretonnes qui semblent s'infiltrer non seulement sous les vêtements, mais aussi sous la peau, jusqu'à l'âme. L'eau glissait des vieilles gouttières de la maison, chaque goutte s'écrasant sur mes chaussures trempées, avec un bruit mat et désolant. Je me tenais au milieu du salon, cette pièce autrefois emplie de rires d'enfants et de discussions animées autour du feu, qui ne résonnait plus que de la voix glaciale de mon fils. « Si tu ne veux pas aller en maison de retraite, fais tes valises et sors de chez moi. » Étienne avait prononcé ces mots sans même lever les yeux de son téléphone, son pouce glissant sur l'écran lumineux avec une indifférence qui me poignarda plus sûrement que n'importe quelle lame. À côté de lui, ma belle-fille, Brigitte, se tenait les bras croisés, un pli d'agacement crispant ses lèvres fines et parfaitement maquillées. « Nous avons besoin d'une atmosphère agréable pour le dîner de ce soir. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Son ton était faussement doux, comme si elle s'adressait à une enfant un peu lente. J'ai promené mon regard sur les murs. Les photos de famille semblaient me narguer. Un cliché de mon mariage avec Thomas, nos visages rayonnant d'un bonheur que je croyais éternel. Une autre d'Étienne, tout petit, sur mes genoux. Sa petite main potelée agrippée à mon doigt. J'étais la femme qui avait passé sa vie à construire ce foyer, pierre par pierre, souvenir par souvenir, et j'étais maintenant jetée dehors comme un vieux meuble encombrant, un bagage excédentaire dont on se débarrasse avant un voyage important. Personne ne m'a accompagnée à la porte. Personne ne m'a dit au revoir. Seul le son régulier de la pluie et l'odeur froide et chimique du produit à parquet flottaient dans l'air. J'ai tourné le dos à tout cela, à cette vie qui n'était plus la mienne. J'ai sorti mon vieux téléphone de la poche de mon manteau et j'ai envoyé un message à un numéro que je n'avais pas utilisé depuis très longtemps. Une seule lettre, un simple S. 5 minutes plus tard, un ronronnement de moteur feutré s'est arrêté devant le portail. Le son était si inhabituel dans notre petite rue de village que même Étienne a sursauté, levant enfin les yeux de son écran. Le crissement des pneus de luxe sur le gravier semblait avoir gelé l'atmosphère de la pièce. Un chauffeur en uniforme est sorti, a ouvert la portière arrière avec une déférence digne d'un film et s'est incliné. « Madame Hélène Dubois, Monsieur Samuel Lemoine vous invite à monter. » J'ai saisi ma valise, une seule, contenant toute ma vie restante, et j'ai esquissé un faible sourire en direction de mon fils et de sa femme, dont les visages pétrifiés étaient un spectacle à voir. On dirait que la maison de retraite où je vais est plus luxueuse que vous ne le pensiez. Je suis partie sous la pluie, et cette nuit-là même, la vie de ces gens ingrats a commencé à changer de cap. Je m'appelle Hélène Dubois, j'ai 67 ans. Je suis née et j'ai grandi en Bretagne, là où l'hiver sent toujours le bois humide et les feuilles de chêne en décomposition sous les pieds. J'ai longtemps cru que je comprenais le bonheur. Un toit au-dessus de sa tête, un mari aimant et un enfant qui savait dire merci. Il s'avère que certaines leçons ne peuvent être enseignées que par l'âge, comme le fait que le cœur des gens change plus vite que le temps. Après la mort de mon mari Thomas, cette maison était tout ce qu'il me restait. Un sanctuaire de souvenirs. J'ai planté des hortensias sur le perron, accroché nos photos de famille au mur et vécu des réminiscences des années plus chaudes. Je n'étais pas riche et je n'avais pas besoin de luxe. Je voulais juste un coin tranquille pour finir ma vie. Mais quand Étienne et Brigitte ont emménagé avec moi, tout a changé. Leurs yeux n'étaient plus ceux d'une famille. C'étaient les yeux de propriétaires regardant un locataire qui avait dépassé la durée de son bail. Je me souviens encore de la sensation que j'ai eue quand ils m'ont suggéré pour la première fois d'aller en maison de retraite. C'était dit doucement, comme une suggestion pleine de sollicitude, mais c'était lourd comme une sentence. Alors que la pluie martelait les gouttières, j'ai compris que parfois, être jeté dehors n'est pas une fin. C'est le début d'une liberté
que vous avez oublié depuis trop longtemps. Lorsque la portière de la limousine s'est refermée derrière moi dans un bruit sourd et rassurant, je me suis adossée au siège en cuir souple. L'air frais de la ventilation caressait ma joue. L'odeur de cuir neuf se mêlait à celle de la pluie. Une combinaison étrange mais paisible. La pluie battait un rythme régulier sur le toit, et à cet instant, j'ai su que je laissais tout derrière moi. La blessure, la honte, et cette maison qui n'était plus un foyer. C'était un nouveau départ, imposé mais peut-être, finalement, nécessaire. Le voyage silencieux à travers les routes sinueuses de la campagne bretonne m'a donné le temps de réfléchir. Les gouttes de pluie qui striaient la vitre étaient comme des larmes que je n'avais plus la force de verser, emportant avec elles des décennies de souvenirs. Chaque virage était une page qui se tournait, chaque kilomètre une distance plus grande entre la femme que j'avais été et celle que je devais devenir. Avant de partir, j'étais montée discrètement dans ma chambre pour rassembler quelques affaires essentielles. Le foulard en laine que ma mère m'avait tricoté quand j'étais jeune fille, quelques vêtements de rechange, ma vieille Bible aux pages cornées et une petite boîte en bois contenant des lettres jaunies par le temps. À l'intérieur se trouvaient les lettres que mon mari Thomas m'avait envoyées du front, bien des années auparavant, et l'unique lettre de Samuel Lemoine, cet homme que je n'avais jamais oublié, même après 40 ans de séparation. Mes mains tremblaient en pliant mes vêtements, mais mon cœur était étrangement calme, comme le centre d'un ouragan. Étienne se tenait dans l'encadrement de la porte, essayant de garder sa voix stable, mais une note de fausseté trahissait sa nervosité. « Je veux juste que tu aies de meilleurs soins, maman. Là-bas, il y a des médecins, des gens à qui parler. » Je l'ai regardé, lui, le fils que j'avais bercé pour l'endormir, pour qui j'avais cuisiné, à qui j'avais appris ses premières lettres. Ses yeux étaient froids maintenant, me renvoyant l'image d'une mère qu'il considérait comme un fardeau. Brigitte, ma belle-fille, est intervenue, son ton plat comme si elle lisait un texte appris par cœur. « S'il te plaît, finis de faire tes valises avant l'arrivée des invités. » J'ai esquissé un petit sourire, un sourire qui ne touchait pas mes yeux. « Je n'ai pas grand-chose à emporter, » ai-je dit doucement. Elle a tourné les talons et est descendue, son parfum cher et entêtant flottant dans l'air comme une égratignure. Au moment où je fermais la fermeture éclair de ma valise, un moteur a grondé à l'extérieur. Étienne s'est précipité vers la fenêtre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé, la voix pleine d'une curiosité inquiète. Je me suis tenue derrière lui et j'ai observé son visage se décomposer alors qu'une longue limousine noire s'arrêtait devant l'entrée, sa carrosserie lustrée brillant sous la pluie. Le chauffeur portait un costume noir et un chapeau de feutre. Il a ouvert la portière et a parlé poliment. « Madame Hélène Dubois, Monsieur Samuel Lemoine vous invite à monter. » La pièce est devenue étrangement silencieuse. Brigitte a jeté un regard affolé à Étienne. « Samuel Lemoine ? C'est bien le Samuel Lemoine de Lemoine Industries ?» Étienne n'a pas répondu, trop abasourdi. J'ai simplement serré ma valise contre moi et j'ai souri doucement. « On dirait que la maison de retraite où je vais est plus luxueuse que vous ne le pensiez. » J'ai tourné le dos et je suis sortie, mes chaussures mouillées laissant des empreintes sombres sur le parquet que Brigitte s'échinait à garder immaculé. Personne n'est venu me voir partir. Personne n'a dit un mot. La porte s'est refermée derrière moi et j'ai entendu le vent emporter leurs dernières excuses, leurs derniers murmures confus. La limousine s'est éloignée du quartier tranquille où j'avais vécu pendant 32 ans. La pluie striait la vitre, 1000 souvenirs argentés qui s'écoulaient et s'effaçaient. J'ai regardé une dernière fois la pelouse où Étienne avait appris à marcher,
L'érable que Thomas avait planté la première année où nous avions acheté la maison, le panneau en bois tordu, les Dubois, qui pendaient encore près du porche. Tout est devenu plus petit, plus flou, puis a disparu. Le chauffeur, un homme d'une cinquantaine d'années, a croisé mon regard dans le rétroviseur et a parlé d'une voix posée. « Monsieur Lemoine voulait vous voir depuis longtemps. Il m'a souvent dit « Un jour, Madame Dubois aura besoin de moi. » J'ai simplement hoché la tête, les yeux fixés sur la pluie. « Il avait raison », ai-je murmuré. Nous avons traversé un pont. Les lampadaires se reflétaient sur le pavé mouillé comme dans un tableau en noir et blanc. Chaque tour de roue était comme un chapitre qui se fermait. J'ai serré la boîte en bois sur mes genoux et j'ai soulevé le couvercle. Sur le dessus se trouvait une vieille photo de la fête foraine de l'été 1977. Moi, dans une robe à fleurs, souriant à pleines dents à côté de Samuel. Un jeune homme aux yeux vifs et parlants. J'ai autrefois pensé que si Thomas ne m'avait pas demandé en mariage, et si je n'avais pas eu si peur des commérages du village, j'aurais suivi Samuel en Californie cette année-là. Mais dans la vie, qui peut jamais savoir quelle route est la bonne? Alors que la voiture s'engageait sur le grand boulevard longeant la côte, un sentiment étrange m'a envahi. Pas de la peur, mais une sorte de libération. Parfois, il faut être forcé de sortir pour réaliser qu'on est resté trop longtemps dans une maison où l'amour ne vit plus. J'ai appuyé ma tête contre la vitre et j'ai regardé mon reflet. Des cheveux argentés avec quelques mèches brunes restantes, une peau ridée, mais des yeux brillants. Une femme de 67 ans. Non plus la mère soumise, non plus l'épouse docile, mais moi, Hélène Dubois, sur le point d'entamer un nouveau chapitre. Avant que je puisse réfléchir davantage, le chauffeur a jeté un nouveau coup d'œil en arrière. « Nous sommes presque arrivés, madame. » J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les lumières de la ville s'estomper pour laisser place à une route bordée d'arbres, éclairée par des lampes ambrées et chaudes dont la lumière tombait en cascade à travers la pluie. « Merci, » ai-je dit. « Je vous en prie, madame. Monsieur Lemoine sera très heureux. » J'ai hoché légèrement la tête, un petit sourire aux lèvres. Le passé que j'avais enterré pendant des décennies venait de m'ouvrir sa porte, et j'étais prête à franchir le seuil. La limousine a gravi une route sinueuse qui serpentait à flanc de colline, où des rangées d'oliviers, chose rare en Bretagne, mais que Samuel avait dû faire planter pour recréer un souvenir méditerranéen, bruissaient sous le vent de l'océan. L'air salin s'est glissé par la fenêtre entr'ouverte, frais et réconfortant, comme le contact d'un vieux souvenir qui se réveille. Devant nous, un domaine blanc a émergé derrière des grilles en fer forgé, une fine brume s'accrochant à ses murs, ses grandes fenêtres reflétant la lune et le ressac argenté des vagues. La voiture s'est arrêtée au pied de marche en marbre. Je suis sortie et j'ai touché la rampe, son fer parsemé de mousse. Le chauffeur s'est incliné, sa voix chaleureuse. « Monsieur Samuel vous attend dans le hall. » Le vent du large a soufflé, apportant avec lui l'odeur du sel et des pins. J'ai resserré mon écharpe tricotée par ma mère et j'ai pris une profonde inspiration. Cela faisait des années que mon cœur n'avait pas battu aussi vite, non pas par peur, mais parce qu'une partie de moi, silencieuse depuis une demi-vie, était en train de s'éveiller. La grande porte s'est ouverte. Une lumière dorée, celle d'un feu de cheminée, s'est répandue sur le bois poli du sol. Et là, encadré par la porte, il se tenait. Samuel Lemoine. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs, mais ses yeux étaient chauds, profonds, constants, exactement comme dans mon souvenir. Ce regard était si familier qu'il en était douloureux, comme si 40 ans n'avaient été qu'un long rêve dont je me réveillais à peine. « Hélène »
a-t-il dit doucement, sa voix basse, mais pleine de poids et de chaleur. J'étais figée, mon cœur s'est serré. Il a marché lentement vers moi, pas à pas, et a ouvert les bras. Sans un mot, il m'a serré contre lui. Ce n'était pas une étreinte romantique, mais celle de deux âmes qui avaient traversé le deuil et la solitude, et qui se retrouvaient dans la paix rare que l'âge peut apporter. J'ai toujours cru que nous nous reverrions, a murmuré Samuel, sa main pressant doucement mon épaule. Que ce soit dans un rêve ou ici, dans cette vie, ai-je répondu avec un sourire fatigué mais sincère. Peut-être avons-nous parcouru un chemin assez long pour comprendre que parfois, la vie n'est qu'une longue boucle qui nous ramène là où nous étions censés être. Il a hoché la tête, ses yeux s'adoucissant. Il m'a conduite dans un couloir au parquet de chêne, le long de murs où étaient accrochées des peintures à l'huile en rangées soignées. Un paysage marin, un petit pont, quelques portraits en noir et blanc. La maison était grande, mais pas ostentatoire. Chaque recoin semblait chaleureux et ordonné. Dans le salon, la cheminée crépitait. La lumière du feu dessinait des lignes claires sur le visage de Samuel, révélant chaque ride et le calme d'un homme qui avait fait la paix avec la solitude. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Il a versé le thé avec des gestes lents et précautionneux. Après le décès de ma femme, je n'ai presque jamais quitté cet endroit, a-t-il dit en regardant les flammes. Je n'ai pas d'enfant, juste le travail, des projets, des maisons vides. Les gens m'appellent un homme qui a tout. Mais Hélène, il y a des choses que j'ai perdues et que l'argent ne rachètera jamais. Je suis restée silencieuse. Il y avait quelque chose de vrai dans sa voix, une maturité de la douleur, non plus aiguë, mais profonde. Je connaissais ce sentiment. Je lui ai raconté mon histoire sans rien cacher. Mon mari partit trop tôt. Des années à joindre les deux bouts, la fierté d'un fils qui réussissait, puis la longue glissade lorsque ce même fils m'a mise à la porte de ma propre maison. Samuel a écouté sans m'interrompre. Il me regardait simplement comme quelqu'un qui sait ce qu'il en coûte d'aimer et d'être abandonné malgré tout. « Hélène, a-t-il dit après un moment, il est temps de réécrire ton propre nom, pas derrière celui de quelqu'un d'autre, pas seulement comme la mère ou la femme de quelqu'un. Juste Hélène, la femme assez forte pour recommencer. » J'ai baissé la tête. Un courant chaud se propageait dans ma poitrine. Ces mots étaient légers, mais ils étaient comme une main me tirant hors du profond silence dans lequel j'avais vécu pendant des années. Samuel m'a conduite à l'étage. La chambre qu'il m'avait préparée donnait sur la mer, avec une grande fenêtre ouverte au vent et au sel. Des draps blancs sur le lit, une petite table de nuit en bois avec une lampe chaude et une note pliée. D'une écriture affirmée, il avait écrit « Personne ne peut voler ce que vous méritez vraiment. » J'ai passé mes doigts sur les mots, les yeux me piquant. À cet instant, j'ai su que j'avais trouvé un endroit pour respirer, non pas parce qu'il était grandiose, mais parce qu'ici, j'étais considérée comme une personne à part entière. Cet endroit était un refuge, un port après la tempête, un lieu où la dignité n'était pas un luxe, mais un dû. Je me sentais renaître, non pas dans la jeunesse, mais dans la reconnaissance et le respect. Samuel avait attendu, non pas pour me sauver, mais pour me rappeler qui j'étais, et cette simple reconnaissance était le plus grand cadeau que l'on pouvait me faire. J'avais enfin un lieu où je pouvais être simplement moi, Hélène. Ce soir-là, nous avons dîné dans une petite salle à manger qui surplombait la baie. L'air était chargé de sel et du son des vagues se mêlant au crépitement du feu. Samuel a parlé des années qu'il avait passées à construire son empire,
une structure à la fois. Des contrats, des échecs, des gens qui étaient mis partis. Il ne se vantait pas. Il parlait de sa vie comme s'il la décrivait. Posée, honnête, sans fioriture. Je l'écoutais, le cœur lourd. Je ne savais pas pourquoi, mais le silence apaisant entre nous me donnait envie de pleurer. Peut-être parce que cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas assise avec quelqu'un qui écoutait simplement, sans jugement. Quand il m'a demandé ce que je voulais manger, j'ai dit « Juste du pain grillé et une soupe chaude ». Je mangeais ça pendant les hivers les plus froids, quand nous étions pauvres, et c'était le meilleur repas du monde. Il a souri, de la chaleur dans ses yeux. Alors, c'est ce que nous aurons ce soir. Et ainsi, le dîner le plus simple est devenu le repas le plus mémorable que j'ai eu depuis des années. Nous ne parlions pas beaucoup. Nous échangions des regards qui en disaient assez. Les vieilles blessures ne saignaient plus. Elles étaient devenues les empreintes du temps. Après le dîner, Samuel m'a versé un peu de vin rouge. La lumière des bougies jouait sur le verre, sur ses cheveux blancs et sur mes mains, des mains autrefois gonflées par le travail, qui tremblaient maintenant d'émotion. « Hélène, dit-il lentement, je ne t'ai pas invitée ici par pitié. Je t'ai invitée parce que j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. » J'ai levé les yeux, surprise. « Confiance ?» Il a hoché la tête. « J'ai des actifs, des projets, et je ne veux plus les gérer seul. Les gens autour de moi ne voient que l'argent. Personne ne se souvient de la signification de construire, mais toi, si. J'ai lu un petit article sur ta vie il y a des années, lorsque tu as organisé une collecte de fonds pour sauver ton ancienne école de la vente. Quelqu'un qui peut protéger une maison, une communauté, peut protéger un héritage. » Je n'ai rien dit. J'avais entendu tant de doutes, tant d'ordres et de critiques. J'avais presque oublié ce que cela faisait de se sentir digne de confiance. Samuel m'a regardé, son expression douce mais ferme. « Hélène, tu as autrefois maintenu une famille unie à main nue. Je crois que tu peux m'aider à préserver ce que j'ai passé une vie à construire. » J'ai regardé par la fenêtre où la nuit recouvrait la mer. Les vagues murmuraient contre les rochers comme une réponse. Quelque chose s'est allumé en moi, petit mais clair. C'était peut-être la foi que je pensais avoir perdue depuis longtemps. J'ai souri doucement, la voix serrée. Je ne sais pas si je suis assez forte, mais j'essaierai. Samuel n'a rien dit de plus. Il a juste posé sa main sur mon épaule, légère comme une promesse. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre. L'air de l'océan est entré, froid et pur. Le clair de lune s'est répandu sur le sol, brillant sur la note toujours posée sur la table de nuit. Je l'ai relue. Personne ne peut voler ce que vous méritez vraiment. Je me suis assise sur le bord du lit, les doigts agrippés à la couverture. Dehors, les vagues battaient la mesure comme le cœur de quelque chose en moi qui se réveillait. J'avais été une mère rejetée, une veuve, une femme oubliée dans sa propre maison. Mais ici, sur cette baie, avec l'homme qui appartenait à un jeune chapitre de ma vie, je commençais à me sentir vraiment vivante à nouveau. Lorsque la lampe de chevet a projeté sa lueur chaude sur le plafond, j'ai fermé les yeux. Le son des vagues, le vent et un nouveau rythme dans ma poitrine se sont mêlés. Je ne savais pas ce que demain apporterait, mais pour la première fois depuis des années, j'avais envie de me réveiller et de le découvrir. Mon cœur, qui avait été lourd de chagrin et de ressentiment, commençait à s'alléger, remplacé par une lueur d'espoir fragile, mais persistante. La simple gentillesse de Samuel, son respect non dissimulé, agissait comme un baume sur des plaies que j'avais crues incurables. Cette nuit-là, mon sommeil fut profond et sans rêve, un repos véritable que je n'avais pas connu depuis la mort de Thomas.
C'était le sommeil de quelqu'un qui, après avoir longtemps erré dans le noir, aperçoit enfin une lumière à l'horizon. Ce n'était pas seulement un abri que Samuel m'offrait, c'était une chance de me reconstruire. Non pas comme une version de ce que j'avais été, mais comme quelqu'un de nouveau, forgé par l'épreuve, mais pas défini par elle. Pour la première fois depuis une éternité, je me sentais non pas comme une victime, mais comme une survivante prête à affronter le jour qui se levait. La promesse d'un nouveau départ n'était plus une idée abstraite, mais une réalité tangible qui m'attendait au-delà de la fenêtre de ma chambre, avec le murmure de l'océan en toile de fond. J'étais prête. Pour mon premier matin au domaine de la baie, la lumière a glissé à travers les fins rideaux blancs, s'étirant sur le parquet poli. Je me suis assise à table, écoutant les vagues frapper les rochers au loin, sirotant mon café tandis que les mouettes planaient dans un ciel brumeux. La paix me semblait presque inconnue. Pendant des années, je n'avais pas eu de matin qui ne commençait pas par la voix forte de quelqu'un ou l'odeur de désinfectant dans une maison que ma belle-fille s'obsessionnait à garder parfaite. Ici, je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. Mais ce matin a également apporté un nouveau défi. Lorsque Samuel est entré dans la salle à manger, il portait une épaisse liasse de dossiers attachés avec une ficelle brune. Il l'a posée devant moi et a souri. « Hélène, je pense que tu es prête pour un petit test. » J'ai regardé la pile, un peu surprise. En partie des plans d'affaires. Quelques projets immobiliers sont en difficulté. Je veux voir ce que tu remarques. Ne te presse pas. Sois juste honnête. Il est parti et je me suis retrouvée seule avec la faible odeur de poussière de papier. J'ai touché le bord de la liasse, me sentant à la fois anxieuse et curieuse. Cela faisait longtemps que je n'avais pas manipulé de chiffres, de plans et de colonnes de dépenses. Mes doigts tremblaient un peu, mais mon esprit était vif et éveillé. J'ai tiré une chaise près de la fenêtre, laissant entrer la lumière. Le premier dossier était rempli de contrats d'achat de terrain, de plans de réaménagement, d'estimation de coûts. J'ai pris un stylo rouge et j'ai commencé à lire, ligne par ligne. Au début, ce n'étaient que des chiffres, mais bientôt, un vieux souvenir a refait surface. J'avais aidé Thomas à tenir les livres de son petit garage automobile. Je veillais tard, additionnant chaque ligne, réduisant chaque coût. Maintenant, ce sentiment revenait, comme un interrupteur dans mon cerveau qui se rallumait. Les heures ont passé. J'ai oublié le déjeuner. Chaque fois que quelque chose me semblait anormal, je le marquais en rouge. Des paiements en double à des fournisseurs, des honoraires de consultants sans signature, des factures avec la même date mais des montants étrangement différents. Je les ai tous signalés. J'ai également noté des clauses qui semblaient risquées ou déséquilibrées, des choses que j'avais apprises à mes dépens avec Thomas. Quand Samuel est revenu, le ciel avait tourné. J'étais toujours là, les cheveux un peu en désordre, un stylo rouge à la main, mon café du matin froid. Il n'a rien dit au début. Il s'est approché, a parcouru mes notes, et son expression est passée de la surprise au ravissement. « Beaucoup de gens ont manqué ça, » a-t-il dit, « et tu les as trouvés en un après-midi. » J'ai levé les yeux et j'ai souri légèrement. J'ai juste lu attentivement. Quand on n'a plus à plaire à personne, l'esprit fonctionne mieux. Il a ri, un rire chaud et bas. Je commence à penser que j'ai eu raison de te faire venir ici, Hélène. Cet après-midi-là, il m'a fait visiter les terres à l'arrière du domaine. En contrebas, s'étendait la baie, d'un bleu-vert tranquille. Un chemin de gravier serpentait entre deux rangées d'oliviers. Il m'a parlé des débuts, des projets construits de ses propres mains, des longues nuits sur les chantiers et des partenaires qu'il avait abandonnés. Quand je lui ai demandé pourquoi il gardait l'entreprise alors qu'il n'avait plus besoin d'argent, il a simplement répondu « Parce que c'est ce qui reste de moi. Et maintenant, je veux que tu m'aides à la maintenir debout. » Je n'ai pas répondu tout de suite,
J'étais émue et effrayée. Moi, une femme âgée dont les mains étaient habituées à épousseter de vieux cadres, on me confiait quelque chose d'aussi grand. Le lendemain, j'ai officiellement commencé à travailler. Samuel m'a aménagé un coin dans son bureau, un bureau en noyer, un ordinateur portable neuf, une lampe à la lumière douce et dorée. Il m'a dit de faire les choses à ma manière. À midi, lorsque j'ai présenté ma première analyse, quelques-uns de ses collaborateurs, de jeunes hommes en costumes impeccables, sont entrés. Ils m'ont jeté un coup d'œil et ont souri avec suffisance. L'un d'eux a marmonné juste assez fort pour être entendu. « Alors, c'est la vieille dame qui va redresser les comptes ?» J'ai simplement souri et j'ai continué à travailler. Samuel l'a entendu, mais n'est pas intervenu. Il s'est tourné vers eux et a dit lentement : « Ne jugez pas quelqu'un avant d'avoir vu ce qu'il peut faire. » J'ai affiché une feuille de calcul et j'ai pointé les lignes que j'avais marquées. « Ici, » ai-je dit. Même entrepreneur, même périmètre, payé 2 fois. En supprimant le doublon, le coût baisse de 12%. Et ici, ce contrat n'a pas la 3e signature, il est donc invalide. Le silence s'est fait dans la pièce. Ils se sont penchés sur les papiers. L'un d'eux a froncé les sourcils et a vérifié les originaux. Samuel se tenait là, les mains dans les poches, souriant. « Madame Dubois » a dit l'un d'eux, sa suffisance envolée. « Comment avez-vous repéré cela si vite ?»« Parce que j'ai regardé des factures de loyer et des listes de courses où chaque chiffre représentait un repas. » ai-je dit. Quand chaque euro signifiait autrefois de la nourriture sur la table, on ne manque rien. Personne n'a dit un mot de plus. Les yeux de Samuel brillaient. « Hélène, ta mémoire est toujours d'acier. » J'ai souri. Un vrai sourire que je n'avais pas ressenti depuis des années. La dernière fois que quelqu'un m'avait dit que j'étais douée, Étienne était à l'école primaire, agitant sa première rédaction. Les jours suivants, j'ai travaillé dur. Je me levais tôt, je préparais du café, j'ouvrais la fenêtre pour la lumière, et je commençais à tourner les pages. Mon cerveau semblait huilé après des années de rouille. Je ne prenais plus d'ordre. Je prenais des décisions. Chaque erreur que je trouvais, chaque rapport que je corrigeais, me faisait me sentir vivante à nouveau. L'après-midi, Samuel venait souvent au bureau, avec des biscuits ou des fruits. Il ne parlait pas beaucoup. Il lisait le journal à côté de moi, levant parfois les yeux avec un sourire, comme s'il observait quelque chose de beau qu'il ne voulait pas interrompre. Parfois, je regardais la mer. Le coucher de soleil déversait de l'or sur l'eau. Je me sentais à nouveau légère, pas lourde. Ce soir-là, après avoir terminé mon premier rapport, j'ai marché sur la plage. Les vagues léchaient mes chevilles, fraîches et pures. Je portais ma vieille boîte en bois. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, des lettres soigneusement empilées. L'encre bleue s'était estompée. Le papier était devenu couleur miel. La plupart provenaient de Thomas lorsqu'il travaillait au loin. Au fond se trouvaient quelques enveloppes différentes, à l'écriture penchée et familière. Samuel Lemoine. J'en ai touché une que je n'avais jamais ouverte. Mon cœur tremblait. Je l'avais gardée pendant plus de 40 ans, jamais assez courageuse pour la lire. Peut-être parce que j'avais choisi une autre route à l'époque. Je l'ai ouverte lentement, l'odeur du vieux papier se mêlant au sel de la mer. Son écriture était toujours claire, chaque ligne soignée. « Hélène, si un jour tu as besoin de moi, appelle. Je viendrai, non pas pour te sauver, mais pour te rappeler que tu avais autrefois des ailes. » Je suis restée assise longtemps, le vent agitant mes cheveux argentés, le ciel rougissant et l'eau scintillant comme du verre. J'ai souri, non par regret,
mais parce que j'ai réalisé qu'aujourd'hui était exactement le un jour dont il parlait. De retour au domaine, j'ai placé cette lettre sur ma table de nuit à côté de la note plus récente de Samuel. Personne ne peut voler ce que vous méritez vraiment. 2 morceaux de papier, un du passé, un du présent, posés côte à côte comme 2 battements de cœur réguliers. Cette nuit-là, Samuel est passé et m'a demandé doucement: « Étais-tu fatigué aujourd'hui ?» Non, je pensais juste que j'avais peut-être oublié ce que cela fait de se sentir digne de confiance. Il a souri. Bien, crois-moi, Hélène, tu ne l'as jamais perdu. Tu l'as juste mis de côté pendant un moment. Quand il a quitté la pièce, j'ai éteint la lumière. Le clair de lune a inondé la fenêtre, projetant une longue ombre sur la couverture blanche. Je suis restée allongée, écoutant les vagues lointaines, et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi paisiblement, non pas d'épuisement, mais parce que mon cœur était vraiment en paix. Ce travail, cette confiance renouvelée, c'était plus qu'une simple occupation. C'était une réhabilitation. Chaque dossier que je classais, chaque chiffre que je vérifiais, était une petite victoire sur les années de dévalorisation silencieuse que j'avais subies. Je n'étais plus seulement la veuve de Thomas, la mère d'Étienne. J'étais Hélène Dubois, une femme avec un esprit vif et une valeur intrinsèque. Et cette prise de conscience était plus précieuse que toutes les richesses du monde. Je sentais mes propres ailes, celles que Samuel avait mentionnées, repousser lentement, prêtes à me porter vers un avenir que je n'avais jamais osé imaginer. Un matin clair, la lumière du soleil inondait la pièce à travers les grandes fenêtres, se répandant sur les rideaux de voile blanc. Je venais de poser mon café sur la table quand j'ai entendu un courant d'air dans le couloir, transportant le faible tintement de métal de quelque part. J'ai suivi le son, mes chaussons feutrés tapotant légèrement sur le bois poli, jusqu'à ce que je m'arrête au seuil du grand salon. Au centre de la pièce se trouvait un piano à queue sous une fine housse de soie grise, une légère couche de poussière sur le couvercle. Le bois s'était patiné avec l'âge. Les touches d'ivoire avaient légèrement jauni, mais il conservait toujours une élégance classique. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Cela faisait 30 ans que je n'avais pas touché l'instrument qui, autrefois, était comme une respiration pour moi. Quand Thomas était en vie, chaque soir après le dîner, il s'asseyait et m'écoutait jouer quelques morceaux doux. À l'époque, Étienne était petit, assis par terre, penchant la tête à chaque note, puis applaudissant et riant. Après la mort de Thomas, j'ai fermé le couvercle. Non pas parce que j'avais cessé d'aimer la musique, mais parce que chaque son ravivait des souvenirs que je n'étais pas assez forte pour affronter. Au fil des ans, la voix du piano s'est éteinte dans la maison, comme si elle n'avait jamais existé. J'ai retiré la housse. La poussière a dérivé dans le rayon de soleil, scintillant comme des fils d'or. J'ai soulevé le couvercle et mes doigts, tremblants, ont touché la première touche blanche. Le son est sorti, rauque mais rond, fragile mais suffisant pour faire trembler mon cœur. Une touche, puis 2, puis 3. Une vieille berceuse m'est revenue instinctivement. J'ai joué « Douce nuit », la chanson que je fredonnais en berçant Étienne pour l'endormir. Mes mains raides se sont lentement déliées, mes doigts retrouvant leur chemin. La mélodie était mince, fausse par endroits, mais elle semblait se déverser directement dans ma poitrine. Chaque note était un souvenir, un rire, un petit garçon appelant « Maman !» les yeux doux d'un mari maintenant disparu. Mes yeux se sont remplis de larmes, et pour la première fois, je n'avais pas honte de pleurer. Alors que la dernière note s'estompait, j'ai entendu un bruit doux derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Samuel dans l'embrasure de la porte, une tasse de thé fumante à la main. Il n'a rien dit,
Il s'est juste approché, a posé la tasse sur le couvercle du piano et a souri légèrement. Enfin, tu laisses cette maison entendre une voix humaine à nouveau. J'ai essuyé mes yeux et j'ai souri, embarrassé. J'avais oublié ce que cela faisait. Je pensais que je n'avais plus la force de jouer. Samuel s'est assis dans le fauteuil en face de moi, son regard doux. La musique n'oublie personne, Hélène. Elle attend juste que tu sois assez courageuse pour revenir à elle. Ces mots m'ont laissé sans voix un instant. Peut-être parlait-il du piano, mais je savais qu'il parlait de ma vie. Nous sommes restés assis en silence, écoutant le tic-tac de la vieille horloge. Après un moment, il a posé sa tasse et a dit de sa voix chaude et basse : « La semaine prochaine, j'ai une réunion importante avec le conseil d'administration. Je veux que tu viennes. » J'ai hésité. Moi ? Qu'est-ce que je pourrais bien dire ? Tu vois ce qu'il ne voit pas, a-t-il dit. L'honnêteté et l'esprit de quelqu'un qui a réellement construit quelque chose de ses propres mains. J'ai besoin de ça dans une pièce pleine de gens qui ne parlent que de profit. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. En moi, un sentiment mêlé de peur et d'excitation montait. Le sentiment de revenir dans un monde que je pensais m'avoir quitté. Toute la semaine suivante, je me suis préparée comme si j'allais passer mon premier examen. J'ai lu chaque document que Samuel m'a envoyé. J'ai noté chaque point de préoccupation. Sur un petit bloc-notes, j'ai listé 3 priorités. Réduire les dépenses en double, renégocier les pénalités de retard et superviser directement les investissements à court terme. Chaque soir, je me tenais devant le miroir et je répétais jusqu'à ce que ma voix ne tremble plus. Le matin de la réunion, j'ai choisi un blazer bleu marine foncé, un chemisier blanc et un petit collier de perles. Pas sophistiqué, juste soigné et sûr. Quand je suis descendue, Samuel attendait dans le hall, dans un manteau noir, son regard chaleureux et un peu fier. « Prête ?» a-t-il demandé. « Je crois », ai-je dit en stabilisant ma voix. La salle de conférence se trouvait dans un immeuble de verre face à la mer. Quand nous sommes entrés, une douzaine d'hommes et de femmes en tenue d'affaires discutaient. Ils se sont tournés lorsque Samuel m'a présenté. Quelques-uns ont offert des sourires polis. D'autres ont simplement hoché la tête. J'ai entendu des murmures. « Conseillère temporaire, une vieille amie du patron. » Samuel a simplement posé une main sur mon épaule et a dit : « Aujourd'hui, Madame Dubois présentera son analyse. Écoutez attentivement. Les chiffres ne mentent pas. » J'ai ouvert mon dossier et j'ai pris une longue inspiration. Au début, ma voix a vacillé, mais à mesure que je parlais, elle s'est affermie. J'ai souligné les dépenses inutiles, les frais en double et comment réduire les pénalités bancaires. J'ai évité le jargon technique, utilisant une logique claire et lente. Quand j'ai recommandé de changer la façon dont nous signons les contrats avec les entrepreneurs, un membre du conseil m'a interrompu. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, ce domaine est plus compliqué que vous ne le pensez. » J'ai souri légèrement et j'ai ouvert l'annexe que j'avais préparée. « Je comprends, » ai-je dit. C'est pourquoi j'ai vérifié auprès du propre conseiller juridique de l'entreprise, qui a confirmé que ma recommandation est entièrement conforme. Les documents justificatifs sont ici. Le silence est tombé dans la pièce. Quelques-uns se sont penchés sur les pages. Après un moment, le président a hoché lentement la tête. « Raisonnable. Je suis d'accord. » Personne n'a plus discuté. J'ai expiré et je me suis assise, le cœur léger, mais le visage calme. Samuel s'est penché vers moi et a murmuré : « Je t'avais dit qu'il suffisait d'être toi-même. » Quand la réunion s'est terminée, les gens sont sortis. Samuel est resté et m'a regardé avec ce regard doux et constant. « Toujours la femme dont je me souviens, » a-t-il dit. « Toujours forte, vive
et prête à prendre les devants. J'ai souri. Merci, Samuel. Mais peut-être que cette femme a dormi longtemps et ne s'est réveillée qu'aujourd'hui. Cet après-midi-là, je suis retournée au domaine, me sentant étrangement plus légère et pleine d'énergie. Dans le miroir, je me voyais différemment. Pas en surface, mais dans mes yeux, il y avait une lueur que je pensais avoir perdue. J'ai préparé du thé et je me suis assise près de la fenêtre, écoutant la baie. Le soleil se couchait lentement, projetant une lueur ambrée sur ma tasse, jusqu'à ce que la surface scintille. J'ai pensé à Étienne et Brigitte, et une vague tristesse est montée. Depuis combien de temps ne m'avait-il pas appelé juste pour demander « Comment vas-tu » ? Maman ! Mon téléphone a vibré sur la table. Un message a illuminé l'écran. C'était de ma belle-fille, Brigitte. Les mots étaient courts, froids comme du métal. Nous avons décidé de vendre la maison. Le contrat est en cours de signature, juste pour que tu saches. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Dehors, le vent s'est levé, agitant les rideaux et soufflant du sable sur les marches. En moi, il n'y avait pas de tremblement. Juste un froid lent et clair qui se propageait. J'ai posé le téléphone, je me suis levée et je suis allée à la fenêtre. D'où je me tenais, la mer était agitée, le ciel s'assombrissait, des rafales de vent salé sur mes lèvres. J'ai pris une profonde inspiration. Plus de larmes, plus de supplications, me suis-je murmuré, aussi doucement que la brise. S'ils pensent qu'ils peuvent tout prendre, ils ne comprennent pas que ce que j'ai maintenant ne peut se mesurer en briques, en argent ou en murs. J'ai fermé la fenêtre. En moi, une flamme a pris, silencieuse mais ferme. Ce soir, je savais que je ne serais plus la femme qui ne fait qu'endurer. J'étais assise près de la fenêtre, alors que la brise marine agitait doucement les rideaux blancs. Dans ma main se trouvait mon téléphone, l'écran s'illuminant avec le nom d'une vieille amie, Martine Leduc, une avocate à la retraite que je connaissais depuis que mon mari était en vie. Nous avions fait du bénévolat ensemble pour une association de logement communautaire. Je l'ai appelée, en gardant ma voix stable. « Martine, j'ai besoin d'une faveur. Je veux vérifier les registres de propriété au nom d'Hélène Dubois, pour ma maison à Paimpol. Je dois connaître son statut juridique. » À l'autre bout du fil, Martine a hésité, puis a parlé doucement. « Hélène, tu soupçonnes quelque chose ?»« Pas de soupçon. Je veux juste savoir si quelqu'un d'autre a mis la main sur ce qui devrait être à moi. » Après l'appel, je suis restée assise en silence pendant longtemps. Les vagues gardaient leur rythme, mais c'était comme si une tempête se formait en moi. Je n'étais ni en colère, ni triste, juste froide d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Un sentiment qui s'était autrefois éteint était de retour sous une forme différente. Une clarté absolue. 3 jours plus tard, Martine a rappelé. Sa voix était formelle maintenant, plus familière. « Hélène, j'ai vérifié les registres. La maison n'est plus uniquement à ton nom. »« Vraiment ?» ai-je demandé, étrangement calme. « Étienne Dubois a contracté une hypothèque et a falsifié ta signature. Le contrat a été exécuté juste 2 jours avant que tu ne partes. » J'ai saisi le combiné et je n'ai rien dit. Dehors, une mouette a crié une fois et a disparu dans le ciel. « Je peux t'envoyer des copies, » a dit Martine. « La falsification n'est même pas subtile. Quiconque connaît ta véritable écriture le verrait. » « Merci, Martine. Envoie-les dès que tu peux. » J'ai raccroché, mes mains reposant à plat sur la table. Une faible lumière passait à travers la vitre et tombait sur le bois, traçant chaque vieille égratignure. À ce moment, j'ai réalisé que je n'avais plus envie de pleurer. Peut-être que ces larmes s'étaient taries avec toutes les autres blessures. Ce qui restait était un silence glacial. Le silence de quelqu'un qui n'a pas besoin de vengeance,
seulement du bon moment pour que la justice parle. Cet après-midi-là, une enveloppe du cabinet d'avocat est arrivée au domaine. Je l'ai ouverte. Le doux crissement du papier, l'odeur de l'encre fraîche se mêlant à l'air marin. La première ligne était claire. Certificat d'hypothèque. En bas, ma signature maladroitement falsifiée, inclinée de manière non naturelle, une imitation tremblante. La date, 2 jours avant qu'on me mette à la porte. J'ai posé le dossier sur la table, je l'ai fixé, puis j'ai écrit dans la marge, sans colère, juste froidement. Quand Samuel est entré, j'étais toujours là, les yeux sur la page. Il a regardé par-dessus mon épaule, a lu quelques lignes, puis a posé une main sur mon épaule. « Étienne ?» J'ai hoché la tête. Oui, il ne m'a pas seulement mise à la porte. Il a essayé de vendre mes souvenirs. Samuel est resté silencieux un moment, puis a dit, d'une voix basse et sûre, « Hélène, la justice ne vient pas d'elle-même. Il faut l'appeler de ses propres mains. » J'ai levé les yeux vers lui. Dans ses yeux, je me suis vue comme dans un miroir. Plus de tremblements, plus de brouillard, seulement de la résolution. « Je sais, Samuel, » ai-je dit, « mais je ne veux pas les traîner au tribunal. Je veux qu'ils comprennent le coût de ce qu'ils ont fait sans le verdict d'un juge. » Il a haussé un sourcil, l'ombre d'un sourire au coin de sa bouche. « Alors, que comptes-tu faire » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris le petit carnet brun que je portais depuis que j'avais quitté Paimpol. Je l'ai tourné à une page blanche et j'ai écrit une ligne. « La leçon sera servie à table. » Samuel a penché la tête. J'ai le sentiment que quelque chose d'intéressant se prépare. J'ai fermé le carnet et j'ai parlé d'une voix égale. Ils m'ont dit de partir lors d'un dîner chic avec leurs amis. Peut-être est-il temps que je les invite au dernier dîner de la famille Dubois ? Samuel a ri, ses yeux s'illuminant. Tu ne ripostes pas, Hélène. Tu leur donnes une leçon de cause à effet. J'ai souri et j'ai gardé les yeux sur la mer. Il n'y a pas de loi plus juste qu'un repas assaisonné de vérité. Juste un dîner, mais le plat principal est le réveil. Ce soir-là, j'ai appelé le chef privé du domaine, Jean, un homme distingué qui travaillait pour Samuel depuis plus de 20 ans. Je lui ai demandé de préparer un grand dîner pour 4 personnes, avec du vin rouge et des plats français classiques qu'Étienne aimait autrefois, un bon roast beef, une purée maison au beurre et une tarte aux pommes à la cannelle. Jean a semblé un peu surpris. « Des invités spéciaux, Madame Dubois ?»« Très spéciaux, Jean. Une réunion de famille après de nombreuses années. » Je lui ai demandé de dresser la table sur la terrasse face à la mer. Nappe blanche impeccable, lys blanc dans des vases en cristal, de hautes bougies dorées. Il fallait que ce soit élégant, non pas pour frimer, mais pour donner à l'histoire une scène appropriée lorsqu'elle serait racontée. Le lendemain matin, j'ai écrit les invitations à la main sur d'épais cartons bleu marine, avec un gaufrage argenté, simple et raffiné. J'ai pris ma plume et j'ai formé chaque lettre avec soin. Chers Étienne et Brigitte, réunion de famille pour célébrer un nouveau départ. Lieu, domaine de la Belle Moine. Heure, samedi, 19h. Tenue, élégante. Je l'ai relu une fois de plus, j'ai fermé le carton et j'ai souri. Juste quelques lignes, assez pour piquer la curiosité, et si je devinais bien, un peu de crainte silencieuse. Samuel s'est appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, en me regardant écrire. « Tu veux qu'ils pensent que c'est un dîner de paix. » Non, Samuel, je les laisserai décider de ce que c'est. Les gens ont le plus peur quand ils ne savent pas ce qui les attend. Il s'est approché, a pris le carton et a souri. Réunion de famille célébrant un nouveau départ. Court, de bon goût et suffisant pour les rendre agités. Exactement.
Je n'ai pas besoin de crier ou d'accuser. J'ai juste besoin qu'il soit assis en face de moi, à la lueur des bougies, quand la vérité sera servie comme plat principal. Samuel a ri avec une pointe d'admiration. Hélène, tu es l'une des rares personnes que j'ai rencontrées qui n'a pas besoin de vengeance, juste d'ordre. J'ai haussé légèrement les épaules. Personne n'a besoin d'être puni, Samuel. Je les invite seulement à partager les conséquences qu'ils ont eux-mêmes préparées. En fin d'après-midi, alors que le ciel virait à l'ambre, j'ai reçu une confirmation. Brigitte avait lu l'invitation. 2 mots, nous viendrons. J'ai regardé l'écran, calme, avec le plus petit des sourires. Je savais ce qu'ils pensaient, que je me sentais coupable, que je voulais me réconcilier, que j'avais peut-être besoin d'eux à nouveau. Ils ne savaient pas qu'ils étaient les invités sur le point de se voir servir la vérité. Ce soir-là, Samuel et moi avons revu le dossier de l'hypothèque. Il a soigneusement rangé les documents dans une enveloppe noire et l'a posé au centre du bureau. « Es-tu sûr de vouloir mettre ça sur la table pendant le dîner ?» a-t-il demandé. « Oui, la justice n'a pas besoin d'un tribunal. Elle a sa place à une table où les gens ont autrefois menti, ri et trahi. C'est là que ça fera mal. Mais c'est la douleur dont les gens se souviennent. » Samuel a hoché la tête, sa voix s'adoucissant. « Hélène, as-tu peur qu'il ne le supporte pas ?» Je l'ai regardé dans les yeux, la lumière se reflétant dans ses pupilles. Je ne veux pas qu'il souffre. Je veux qu'il se réveille. Il a ri, un rire mi-triste, mi-chaleureux. « Tu n'es vraiment comme personne que j'ai connue. Tu ne veux pas gagner, tu veux enseigner. » Peut-être parce que j'ai déjà tout perdu, Samuel. Quand on a touché le fond, on n'a pas besoin de vengeance. On veut juste voir la vérité remonter à la surface. Dehors, le soleil s'est couché dans la mer. Le ciel est devenu rouge profond, se reflétant dans le verre de vin qu'il avait versé. J'ai levé mon verre et j'ai touché le sien. « À quoi trinquons-nous, Hélène ?» a-t-il demandé. « Au dîner à venir et au plat principal appelé la vérité. » Samuel a ri, un rire bas et riche. Je dois dire que je n'ai jamais vu la justice servie avec autant de grâce. J'ai posé mon verre et j'ai regardé vers la fenêtre entr'ouverte. Le vent s'est levé et a fait voler quelques papiers. Dans la pénombre, les pages de l'hypothèque ont tourbillonné et sont tombées comme des ailes brisées. Je me suis penchée pour les ramasser. Je les ai pliées soigneusement et j'ai dit doucement « Le vent rend juste les choses visibles. Parfois, la vérité a besoin d'une forte rafale. » La nuit est tombée. Le murmure constant de la baie s'élevait sous le lent carillon de l'horloge. J'ai regardé dans le miroir et j'ai vu une femme âgée, aux cheveux argentés, me regarder. Pas de peur, pas de larmes. Seulement le calme de quelqu'un qui comprend que chaque trahison laisse une marque et que chaque trait d'encre peut servir de témoin à la justice. Demain, j'enverrai les invitations, puis j'attendrai. Toute la journée, le domaine de la baie a semblé chargé d'électricité, silencieux, préparé, tendu comme une corde sur le point de vibrer. À l'aube, Jean et le personnel de cuisine ont dressé la table sur la terrasse, là où le coucher de soleil pouvait déverser son or sur l'eau. Je leur ai donné des détails précis. Une nappe d'un blanc immaculé, de fines bougies effilées, des lys blancs dans du cristal. Tout devait être propre, simple, formel, comme un rite. J'ai choisi une robe bleu marine longue jusqu'au sol, avec un col montant et des manches 3/4. Pas ostentatoire, mais juste ce qu'il fallait pour quelqu'un qui ne s'incline plus. Sur ma poitrine, j'ai épinglé la broche en argent de ma mère, le seul souvenir que j'avais gardé à travers toutes les tempêtes. Son éclat frais correspondait à la résolution constante qui m'habitait.
Samuel est entré derrière moi, vêtu d'un costume gris clair, d'une cravate bleu foncé et d'une pochette blanche. Il m'a regardé un instant et a hoché la tête. Parfait. Tu n'as besoin d'aucune arme autre que ton sang-froid. J'ai souri. Et la vérité, Samuel, ce soir, c'est le plat principal. Il a ri doucement et m'a offert son bras. Je l'ai pris et nous avons marché jusqu'à la terrasse. Le soleil tombait. Des lumières cuivrées glissaient sur la mer, donnant à la terrasse une teinte de bronze chaud. La table était dressée, 4 places, les verres à vin scintillants, l'océan fournissant la bande-son. À 19 heures précises, le crissement des pneus sur le gravier a retenti au portail. Je ne me suis pas retournée. J'ai entendu des pas rapides, puis la voix du majordome depuis le hall. Monsieur Étienne Dubois et Madame Brigitte Dubois sont arrivés. J'ai pris une lente inspiration et j'ai resserré mes doigts sur le bord de la table. La porte en bois s'est ouverte. Étienne est entré le premier. Chemise blanche, cravate bleu pâle, l'air de quelqu'un venu pour négocier. Brigitte a suivi dans une robe rouge, rouge à lèvres audacieux, des bagues captant la lumière. Tous deux arboraient de minces sourires taillés pour les rencontres polies. Mère, quelle surprise d'être invitée, a dit Brigitte doucement, bien que ses yeux scrutent la scène. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas partagé un repas, ai-je dit calmement en versant du vin. Et je pense que chaque famille a besoin d'au moins un dîner pour voir avec qui elle est vraiment assise. Étienne a jeté un coup d'œil autour de lui et s'est arrêté sur Samuel. « Et vous êtes » Samuel a souri poliment et lui a serré la main. « Samuel Lemoine, je suis partenaire de votre mère dans son nouveau travail. » « Nouveau travail » Étienne a froncé les sourcils. « Je ne pensais pas que ma mère travaillait encore. » J'ai simplement haussé les épaules. « Il y a beaucoup de choses que je pensais ne plus pouvoir faire, Étienne. Puis je les ai réapprises. Tout comme toi, n'est-ce pas ?» Les mots ont flotté doucement, mais j'ai vu ses yeux vaciller. Brigitte a baissé le regard, a joué avec son verre et a laissé échapper un petit rire. « Quoi qu'il en soit, c'est agréable de te voir de bonne humeur, mère. Ce domaine est impressionnant. » Samuel a répondu, léger comme une brise. « Oui, mais la chose la plus impressionnante est sa nouvelle propriétaire. » Brigitte s'est arrêtée et Étienne s'est tourné vers moi, le front plissé. « Nouvelle propriétaire ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait signe à Jean de commencer à servir. Le repas s'est déroulé poliment, mais la tension était si épaisse qu'on pouvait entendre le couteau taper légèrement sur l'assiette. J'ai observé chaque expression, la façon dont Étienne essayait de paraître composé, la façon dont Brigitte ne cessait de regarder autour d'elle, les yeux mesurants, pesants. Il ne comprenait toujours pas. Lorsque le plat principal est arrivé, Samuel a posé son verre de vin et s'est éclairci la gorge. « Puis-je dire quelques mots » a-t-il commencé, la voix basse mais claire. « Je veux remercier Madame Dubois, qui en peu de temps m'a aidé à redresser les finances de l'entreprise, a découvert une série d'irrégularités et a généré un profit significatif. » Brigitte a levé les yeux, une empreinte de rouge à lèvres encore sur son verre. Étienne a haussé un sourcil et s'est adossé à sa chaise. Samuel a poursuivi, chaque mot lent et mesuré. « Pour cette raison, à compter d'aujourd'hui, je cède officiellement le contrôle exécutif total de Lemoine Holdings à Madame Hélène Dubois. » Le seul son était le faible crépitement des bougies. Pendant quelques secondes, la pièce a retenu son souffle. Puis, Brigitte s'est étouffée, le vin rouge débordant du bord de son verre et éclaboussant la nappe. Étienne s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. « Quoi ? C'est impossible. » Samuel ne lui a pas répondu. Il s'est tourné vers moi et a souri calmement.
Je pense que tu devrais dire le reste. Je me suis levée, j'ai lissé l'ourlet de ma robe. La lumière des bougies projetait ma longue ombre sur les carreaux. J'ai sorti une enveloppe noire de la poche de mon manteau et je l'ai posée au milieu de la table, à côté de l'assiette à dessert de Brigitte. Je vous ai invité ici parce que je veux que vous voyiez quelque chose. Pas un testament, pas un cadeau, mais un morceau de papier qui parle clairement. Étienne a fusillé l'enveloppe du regard, irrité. « Qu'est-ce que tu essayes de faire maintenant, maman ? Lis juste, Étienne !» J'ai fait glisser l'enveloppe vers lui. À l'intérieur se trouve une copie de l'hypothèque sur la maison de Paimpol avec ma signature. En fait, non, une signature falsifiée. L'air est devenu lourd. Brigitte a lancé un regard à Étienne, son visage se vidant de son sang. « De quoi parles-tu ? Qui falsifierait ta signature ?» Je l'ai regardé, mon ton doux mais froid. « Celui qui l'a écrite s'est dépêché, Brigitte. Les lettres tremblent. Le Hélène est trop léger, et la barre du T dans Dubois est incorrecte. Martine, l'ancienne avocate de ton père, l'a confirmé. Le contrat a été déposé exactement 2 jours avant que je sois mise à la porte de la maison. » Étienne a rougi, sa voix se brisant. « Tu me calomnies. Je n'ai pas... » « Tu n'as pas quoi, Étienne ? » « Je ne dis pas que tu as commis un crime. Je dis que j'ai appris la loi. » J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai sorti la copie notariée et je l'ai posée sur la table. Les lettres noires étaient nettes à la lueur des bougies. Personne n'a parlé, seulement le ressac au dehors, le vent qui se glissait à travers la balustrade et les bougies qui crépitaient. Brigitte a forcé un sourire, essayant de se ressaisir. « Si c'est le jeu auquel tu veux jouer, nous appellerons la police. » J'ai croisé son regard, ma voix aussi égale qu'une mer calme avant une tempête. « Pas ce soir, Brigitte. Ce soir, il n'y a pas de police, seulement un miroir. » Elle s'est mordu la lèvre, s'est penchée vers Étienne en chuchotant. Mais il s'est affalé sur sa chaise, blême. J'ai su à cet instant qu'il réalisait que toutes les issues s'étaient refermées. J'ai continué, d'une voix calme mais claire. Il m'a fallu des années pour comprendre qu'il y a 2 sortes de personnes dans la vie. Celles qui construisent des maisons avec des briques et celles qui les vendent avec une signature. Je pensais que l'amour pouvait racheter la cupidité. Maintenant, je sais que seule la vérité le peut. Personne n'a ajouté un mot. Samuel a versé plus de vin et m'a regardé. La lumière des bougies réchauffait ses yeux, fiers et bienveillants. Je n'ai jamais vu la justice servie à table avec une telle grâce, Hélène. Étienne s'est levé, a repoussé sa chaise, la voix mal assurée. « Allons-y, Brigitte. » Brigitte s'est levée aussi, ses talons frappant le sol en pierre avec un écho froid. Ils sont partis rapidement dans le couloir. Lorsque la porte en bois s'est refermée, le vent marin s'est engouffré, faisant vaciller les bougies dont la lumière a balayé mon visage. J'ai regardé la porte fermée, ni triste, ni heureuse, juste plus légère, comme si j'avais enfin déposé une pierre que j'avais portée la moitié de ma vie. Samuel s'est tourné vers moi, sa voix basse et posée. La dignité vient de battre le bruit. J'ai souri. Parfois, le silence est le cri le plus fort, Samuel. Et ce soir, je crois qu'ils l'ont entendu. Le vent du large a transporté le sel à travers les fins rideaux, dissipant l'odeur de vin et la tension résiduelle. J'ai regardé l'eau où les vagues se suivaient au clair de lune. J'y ai vu la silhouette d'une femme aux cheveux argentés, debout, stable, n'ayant besoin ni de pouvoir, ni de vengeance, ayant seulement besoin de se posséder à nouveau. 3 jours après ce dîner, la mer avait encore une couleur de plomb. Mais à l'intérieur, j'étais tranquillement en paix. La dernière bougie s'était consumée sur la table, et avec elle, une partie lourde de mon cœur s'était éteinte aussi. Je ne pensais pas qu'il reviendrait,
Du moins, pas de sitôt. Mais la vie trouve toujours un moyen de forcer les gens à se regarder en face. Le 4e après-midi, je lisais dans le salon quand on a frappé doucement. Jean est entré, un peu hésitant. « Madame Dubois, il y a un homme au portail. Il dit qu'il est votre fils. » J'ai posé mon journal, une petite pointe dans ma poitrine. Je savais que ce jour viendrait, mais c'était toujours comme entendre une vieille chanson dont la première note pouvait encore me couper le souffle. « Laissez-le entrer, Jean. » La porte s'est ouverte. Étienne se tenait là, l'homme qui avait été ma fierté. Maintenant, sa chemise était froissée, ses cheveux en désordre, son visage creux. La fierté dans ses yeux avait disparu. Il ne restait que l'épuisement de quelqu'un qui avait traversé une très longue nuit. « Maman, » a-t-il dit d'une voix rauque. J'ai eu tort. Je suis restée silencieuse un long moment. Puis, j'ai dit seulement « Savoir que tu as tort est le début, Étienne, pas la fin. » Il a baissé la tête, les poings serrés. J'entendais le poids de sa respiration, le tumulte dans sa poitrine. Puis il a parlé, petit à petit, la voix brisée. « Brigitte, elle m'a poussée à signer pour des prêts rapides. Elle a dit que c'était le seul moyen de garder la maison parce que la banque était sur le point de saisir. J'avais peur de perdre la face, peur que les voisins la prennent. Alors, j'ai accepté. Quand j'ai signé ton nom, je pensais que je pourrais arranger ça plus tard. Je pensais que je pourrais contrôler la situation. » Il s'est arrêté, s'est frotté le front, la voix étranglée. Mais ensuite, tout a dérapé. Quand tu es parti, j'ai su que je n'avais pas seulement perdu la maison. Je m'étais perdu moi-même. J'ai écouté sans l'interrompre. Certaines douleurs n'ont pas besoin d'être soulignées. Quand il a relevé les yeux, son regard, pour la première fois depuis des années, contenait une petite lueur d'honnêteté. « Maman, je ne demande pas le pardon. Je demande une chance de recommencer. » J'ai regardé mon fils, me sentant à la fois étrange et familière. Dans cette posture courbée, j'ai revu le garçon qui me suivait autrefois au marché, s'agrippant à ma jupe pour ne pas se perdre. Lentement, j'ai demandé « Qu'est-ce que t'aider signifie pour toi? Laisser quelqu'un d'autre décider de ta vie à nouveau? Ou t'apprendre à te tenir droit ?» Étienne s'est mordu la lèvre, silencieux. Dans ses yeux, j'ai vu un regret sincère, mais il manquait une chose, la responsabilité de lui-même. C'est à ce moment-là que Samuel est entré, un dossier à la main, la voix posée. « Jean m'a dit que nous avions un invité. C'est peut-être le bon moment pour remettre ça. » Il a posé le dossier sur la table et l'a fait glisser vers Étienne. « C'est un contrat d'essai de 6 mois avec mon fonds de développement technique. Le travail n'est pas prestigieux, mais il exige de la discipline. C'est un poste d'assistant technique. Le salaire est suffisant pour vivre. » Étienne a ouvert le dossier, puis a levé les yeux, surpris. « Vous voulez m'embaucher ?» ?»« Non, » a souri Samuel. « Ta mère veut te donner un chemin. Je ne fais qu'ouvrir la porte. Que tu la franchisses dépend de toi. » Il s'est tourné vers moi, les yeux humides. J'ai répondu d'une voix égale et claire. « Si tu tiens 6 mois, en travaillant sérieusement, sans mensonge, sans abandonner, nous reparlerons. » Étienne a baissé la tête très bas. Il n'a pas pleuré, il a juste hoché la tête. « Je comprends. »« Merci, maman. Merci, monsieur le moine. » J'ai hoché la tête en retour. « Merci n'est pas suffisant, Étienne. Le monde ne change pas parce que tu t'excuses. Il change quand tu fais les choses différemment. » Il est resté silencieux, puis est sorti sur la véranda. Le vent marin a agité ses cheveux. Avant de partir, il s'est retourné et a dit doucement « Un mensonge de plus. Tu n'auras pas à me mettre dehors. Je partirai de mon propre chef. »
Je les regardais partir sans colère. Seulement une sorte d'amour fatigué mêlé à un petit espoir, le genre de patience que seule une mère peut garder, même après qu'elle ait vacillé de nombreuses fois. Samuel s'est assis à côté de moi et a versé du thé chaud. « Crois-tu qu'il changera, Hélène ?» J'ai souri faiblement, les yeux sur l'eau. Je ne sais pas, mais je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Quand quelqu'un touche le fond de la honte, il n'y a que deux choix, s'effondrer ou se relever. Je choisis de croire que mon fils se relèvera. Samuel n'a rien dit, puis il a posé sa main chaude sur la mienne. Tu n'es pas seulement forte, tu sais quand t'arrêter. C'est peut-être la différence entre ceux qui veulent la vengeance et ceux qui veulent la guérison. Je me suis tournée et j'ai souri. Personne ne gagne avec la haine, Samuel. Le seul gagnant est celui qui peut s'asseoir, verser le thé et dire « Maintenant, comprenez-vous » Il a hoché la tête. La pluie a commencé à tapoter sur le toit au-dessus de la baie. J'ai regardé par la fenêtre. La première goutte a glissé, en entraînant 1000 autres avec elle, comme si le ciel laissait tomber quelque chose de lourd qu'il avait retenu trop longtemps. Cette nuit-là, j'étais allongée dans mon lit, écoutant la pluie contre la vitre. Contrairement aux autres nuits, je n'avais pas froid et je n'avais pas peur d'être seule. Dans la chaleur de la couverture, j'ai pensé à mon fils, à Samuel, à la vieille maison et à moi-même. Certaines pertes ne sont jamais remplacées, mais certaines blessures, si vous les affrontez directement, se referment avec de la patience. Je ne savais pas jusqu'où irait Étienne, ni s'il garderait son travail pendant 6 mois. Mais je savais que la porte que j'avais autrefois claquée était maintenant juste entr'ouverte. Et si un jour il trouvait le courage de frapper à nouveau, j'écouterais. Mais je ne le sauverais pas. C'est ça, l'amour adulte. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la salle à manger. Samuel lisait le journal, son café fumant. Il a levé les yeux et a souri en me voyant. « Tu as l'air plus légère. » « Peut-être parce que j'ai enfin posé une pierre, » ai-je dit. Je n'ai plus à la porter partout. Je me suis assise, j'ai sorti un petit calendrier de bureau de la poche de mon manteau et j'ai écrit à l'encre bleue, lentement et sûrement. Respecter les autres commence par se respecter soi-même. J'ai collé la note au mur près de mon bureau, je l'ai regardée quelques secondes et j'ai souri. Dehors, l'eau scintillait d'argent. Les vagues continuaient de frapper le rivage. Patiente comme une mère, parfois douce, parfois féroce, mais n'arrêtant jamais d'attendre. J'ai levé ma tasse et j'ai bu une gorgée. Alors que la chaleur se propageait, je me suis sentie vraiment à l'aise. Non pas parce que tout était fini, mais parce que je m'étais enfin retrouvée. Dans les mois qui ont suivi, je suis entrée dans une saison de ma vie que je n'avais jamais prévue. D'une mère mise à la porte de sa maison, je suis devenue l'associée directrice d'un important fonds d'investissement. L'entreprise que Samuel avait passé la moitié de sa vie à construire. Cela me semblait à la fois étranger et familier. Étranger, parce que je ne m'étais jamais imaginée à cette place. Familier, parce que le travail me faisait me sentir vivante. Chaque matin, je me levais tôt, j'ouvrais la fenêtre pour l'air marin et je respirais profondément. Sur mon bureau se trouvaient les rapports, les contrats et les notes que j'avais préparées la veille. Samuel m'a donné toute autorité pour examiner les projets en cours. Je n'avais pas de diplôme prestigieux, mais j'avais l'expérience de quelqu'un qui avait autrefois étiré chaque dernier euro. Et cette prudence est devenue ma plus grande force. En 2 semaines, j'ai signalé 2 projets à haut risque. Un complexe hôtelier au bord d'un lac et un hôtel dans une autre région. J'ai préconisé une vente avant que les prix ne chutent. Samuel a regardé attentivement et a hoché la tête. Si tu as raison, le simple fait de sortir de ces 2 projets pourrait nous faire économiser plus de 8 millions d'euros. Je me fiche du chiffre, Samuel.
Je me soucie de la stabilité. Les gens perdent leur tranquillité à courir après des gains plus rapides. Il m'a étudié un long moment, un mélange de surprise et de respect dans les yeux. Hélène, je comprends pourquoi les gens te font confiance. Tu n'es pas là pour prendre plus. Tu es là pour préserver ce qui compte. Mon intuition s'est avérée juste. 2 mois plus tard, le complexe hôtelier a été touché par des infractions environnementales et l'hôtel a perdu son permis. Le fonds de Lemoine a évité les pertes et a augmenté son bénéfice net de 18%. Les investisseurs ont commencé à prêter attention à Madame Dubois, la femme âgée à l'esprit vif qui pouvait voir au-delà des chiffres. Un journal économique local a publié un court article avec ma photo près d'une fenêtre pleine de documents. Le titre disait « La femme qui a transformé la stabilité en force ». J'ai simplement souri. S'ils savaient que j'avais été mise à la porte par mon propre fils, ils auraient peut-être titré « Du Perron au conseil d'administration ». Un après-midi, Samuel est entré dans mon bureau avec un dossier, l'air calme mais sérieux. « Hélène, j'y ai bien réfléchi. Je veux que tu sois sur toutes les signatures financières. » J'ai levé les yeux, surprise. « Tu veux dire en co-signature ?» ?»« Oui, je te fais confiance pour porter cela. Je ne veux pas que les décisions reposent sur une seule personne. Cette entreprise a besoin à la fois d'esprit et de cœur, et tu as les deux. » Je suis restée silencieuse. Puis j'ai dit doucement « Samuel, je ne veux pas de pouvoir. Je veux de la transparence. » « C'est exactement pour ça que tu le mérites le plus. » Il a posé l'autorisation de co-signature sur le bureau. J'ai regardé sa signature au-dessus des lettres en gras. Autorisation de co-signature, Lemoine Holdings. Quand j'ai signé, ma main a tremblé, non pas de peur, mais d'émotion. Parfois, le destin fait dérailler votre vie, mais si vous êtes résilient, vous reprenez le volant. Cet après-midi-là, le téléphone a sonné. Jean a transféré l'appel, la voix basse. « Une personne du nom d'Étienne Dubois voudrait vous parler. » J'ai fermé les yeux. Plus de 4 mois s'étaient écoulés depuis notre dernière rencontre. Quand j'ai décroché, je n'ai entendu qu'une respiration fatiguée. « Maman, je suis désolée de te déranger encore. Mais Brigitte est partie. » Ma prise s'est resserrée. « Partie ? Elle a pris tout ce qui me restait. Épargne, carte de crédit. Il me reste un compte, mais elle peut y accéder aussi. Maman, je n'ai plus rien. » La voix d'Étienne tremblait. Il n'y avait pas d'excuses, pas de reproches, juste le vide de quelqu'un dépouillé de ses illusions. « Où es-tu » ai-je demandé. « Sur le chantier, dans l'entrepôt. J'ai peur de retourner dans ma chambre. » J'ai soupiré. « D'accord. Viens au bureau du fonds Lemoine demain à 8 heures. Vois Samuel. Ne parle pas beaucoup. Écoute. Compris ? » Oui. Le lendemain matin, Étienne s'est présenté à l'heure. Même vieille chemise, jean délavé. Samuel l'a rencontré en premier, lui a expliqué le travail, puis m'a fait entrer. Étienne s'est levé en me voyant. Pas de courbette, mais un regard différent dans ses yeux. Pas de défense, juste de l'acceptation. « Je n'ai plus rien à dire, maman. Je veux juste travailler si tu me le permets. » Je me suis assise et j'ai croisé son regard. « Étienne, je ne te sauve pas cette fois. Tu vas te sauver toi-même. 2 choix. 1. Tu signales tout honnêtement. Tu travailles avec l'avocat pour gérer la dette et rembourser ce que tu peux. 2. Tu tournes le dos à tout. À moi, à l'entreprise, à cette vie, et tu ne reviens pas. » Il est resté silencieux, puis a hoché la tête. « Je reste. J'assumerai mes responsabilités. » J'ai regardé Samuel. Il a souri et a fait un petit signe de tête. « Alors, bienvenue au premier chapitre de ta vraie vie. Nous n'avons pas besoin des meilleurs ici.
Nous avons besoin des gens honnêtes. Toute la matinée, Étienne a travaillé sous la supervision d'un ingénieur de chantier. Je suis restée à l'écart. De loin, j'ai observé mon fils dans l'atelier, prenant des notes, essuyant la sueur, écoutant la tête baissée. Un spectacle qui me faisait mal et me rendait reconnaissante. Enfin, il apprenait depuis la base. Ce soir-là, Samuel et moi étions assis dans le bureau, planifiant les prochaines étapes du fond. Il a posé sa tasse, la voix basse. « Hélène, tu as dit un jour que tu voulais aider les personnes âgées, exploitées par leur famille. C'est peut-être le moment. » Je l'ai regardé, quelque chose montant en moi. J'y pense depuis longtemps, Samuel. Un fonds qui ne donne pas seulement de l'argent, mais qui donne une voix à ceux qui ont été réduits au silence. J'ai ouvert mon carnet, j'ai griffonné, puis j'ai lu à voix haute. Fondation Aurore. Mission. Protéger et soutenir les personnes âgées victimes d'abus financiers, de coercition ou de perte de leurs droits de propriété. Samuel a répété le nom et a souri. Aurore. Ça sonne comme la lumière après la nuit. J'ai souri aussi, un sentiment chaleureux s'élevant dans ma poitrine. L'aurore ne vient pas par magie, Samuel. Elle vient de ceux qui gardent la flamme allumée toute la nuit. Il a hoché la tête et a sorti des documents préparés. Voici les papiers pour créer la fondation. Si tu le veux vraiment, nous pouvons signer ce soir. J'ai pris le stylo, les doigts tremblants. Non pas sous la pression, mais sous l'émotion. Alors que la dernière ligne séchait, j'ai eu l'impression d'avoir fermé un chapitre où la douleur était une blessure et d'en avoir ouvert un où la douleur devenait lumière. Samuel a posé sa main chaude sur mon épaule. « Hélène, tu viens de construire quelque chose de plus grand que la justice. Tu as construit une chance pour les gens qui pensaient n'en avoir aucune. » Je l'ai regardé et j'ai souri. Dehors, le soleil s'était couché, mais une bande rose brillait encore à l'horizon, silencieuse, persistante, à couper le souffle. Doucement, presque pour moi-même, j'ai dit « C'est peut-être ce que j'étais censé faire. Pas riposter, mais éclairer le chemin pour ceux qui ont été trompés. » Alors que les lumières de la pièce s'estompaient, j'ai posé une main sur mon cœur, ressentant une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Je n'étais plus celle qui cherchait un endroit où se tenir. J'étais celle qui aidait les autres à se tenir debout. À ce moment, j'ai su que ma vie avait enfin pris la route que j'aurais dû emprunter il y a longtemps. La route de l'aurore. En ce mois de février, la brise marine s'est adoucie, le ciel est devenu clair et doux. Je me souviens de ce matin-là, la lumière du soleil filtrant à travers de fins nuages, déposant un or doux sur la maison. D'habitude, Samuel se levait plus tôt que moi, préparait le thé et lisait près de la fenêtre. Mais ce jour-là, quand je suis entrée dans la cuisine, il n'y avait pas de bouilloire qui sifflait, pas de jazz comme il en mettait chaque matin. J'ai appelé doucement « Samuel !» Pas de réponse. Je suis montée à l'étage. Sa porte était entr'ouverte. La lumière tombait sur son visage, paisible, bienveillant, avec un faible sourire au coin de la bouche. Il était allongé sur le côté, une main sur sa poitrine, comme s'il rêvait de quelque chose de léger. L'air portait une trace de thé au jasmin, celui qu'il buvait chaque nuit. Je suis restée là un long moment, sentant un vide s'ouvrir en moi, pas bruyant, pas fracassant, juste un silence si profond que je pouvais entendre mon propre cœur battre. Je me suis approchée et j'ai pris sa main, fraîche maintenant, la main qui avait signé tant de documents et reposé sur mon épaule comme un véritable compagnon. J'ai parlé très doucement, craignant de troubler sa paix. « Samuel, tu m'as ramené à moi-même. Merci d'être venu, de m'avoir vu, de m'avoir appris que certains débuts arrivent à la fin. » Je suis restée avec lui jusqu'à ce que le soleil décline vers l'ouest.
Il n'y a pas eu de larmes, juste la chaleur étrange d'une séparation qui était entière, sans rien de non dit. Une semaine plus tard, nous avons lu le testament au bureau de l'avocat de Samuel, une petite pièce au mur tapissée de dossiers, éclairée par une douce lumière jaune. J'étais assise au milieu, Étienne à côté de moi, et en face de nous, Maître Clarkson, l'avocat de longue date. Il a ouvert une enveloppe scellée et a lu d'une voix égale et posée: « Moi, Samuel Lemoine, saint d'esprit, établis ce testament. Tous les actifs, actions et droits de gestion de la Fondation Aurore doivent être transférés légalement à Madame Hélène Dubois. Elle n'est pas seulement mon associée, mais la personne en qui j'ai confiance pour perpétuer les idéaux que nous avons initiés. » Il a fait une pause, puis a continué. « Madame Dubois a toute autorité pour gérer, utiliser et distribuer les actifs comme elle le juge approprié, dans le respect de la loi. Je suis convaincue qu'elle saura ce qui est juste. » La pièce est tombée dans le silence. Je n'ai rien dit. Pas de joie, pas de fierté, juste un lourd sentiment de responsabilité. Samuel était parti et m'avait laissé plus que des actifs, un devoir, une continuité, et le rappel que lorsqu'on vous fait confiance, vous devez vivre de manière à en être digne. Étienne était resté silencieux. Puis, comme une vague qui se brise enfin, il a bondi. « Non, c'est impossible. Maman n'est pas apte à détenir cet argent. » Je me suis tournée vers lui, calme. « Pourquoi pas, Étienne? Parce que je suis vieille? Ou parce que je ne serai plus contrôlée par toi? » Il s'est mordu la lèvre, la voix brisée. « Samuel était ton... Tu l'as manipulé. » Je me suis levée et je me suis approchée de lui. « Tu te souviens de ce que tu as dit un jour? Ta maison ne t'appartient pas. Maintenant, tu dis que cet argent ne m'appartient pas. Il semble que toute ta vie, tu aies nié le travail des autres. » Étienne a reculé d'un pas, le visage blêmissant. « Est-ce que tu me mets dehors, maman? » J'ai expiré, ma voix aussi légère que le vent dans un rideau. « Non, je te retourne la leçon maintenant. Sors de ma maison, Étienne. » La pièce est devenue immobile. Maître Clarkson a légèrement baissé la tête et n'est pas intervenu. Étienne est resté là quelques secondes, puis s'est détourné, les épaules secouées. La porte s'est refermée, laissant l'odeur de chêne et le faible écho de pas qui s'estompe. Je me suis assise dans le fauteuil, regardant le bureau en bois où l'enveloppe du testament était encore posée. Parmi l'épaisse pile de papier, j'ai vu une petite feuille pliée en deux, mise de côté, non scellée. À l'extérieur se trouvait l'écriture familière de Samuel. « Pour Hélène, après mon départ. » Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il n'y avait que quelques lignes courtes. « Hélène, si tu lis ceci, cela signifie que je suis partie sans avoir pu te dire au revoir. Ne pleure pas. Je pars le cœur en paix, sachant que tu resteras et feras ce qui est juste. Mais souviens-toi, ne pardonne pas trop tôt, et n'oublie pas à quel point tu es forte. Samuel. » J'ai tenu le papier dans mes mains, les lettres tremblant comme si elles respiraient. Une larme est tombée, non de tristesse, mais de gratitude. J'ai souri doucement, je l'ai essuyée et j'ai murmuré. Classique Samuel, avec ses derniers mots, blessant et guérissant en même temps. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie sur la table face à la mer. Une légère brise a fait vaciller la flamme, son reflet scintillant dans mes yeux. J'ai murmuré comme si je lui parlais. « Tu es parti comme tu l'as choisi, léger comme un souffle, sans fardeau. Je continuerai ce que tu as laissé derrière toi parce que je sais que tu croyais que la lumière ne s'éteint pas quand une personne disparaît. Elle change juste de direction. » J'ai regardé par la fenêtre la mer nocturne scintillante. Chaque vague semblait emporter un morceau du passé,
laissant la surface calme. Dans cette pièce silencieuse, j'ai ressenti quelque chose de rare, une paix complète. Le lendemain, je suis allée au bureau de la fondation et je me suis assise au bureau de Samuel. Le stylo qu'il utilisait toujours reposait soigneusement dans son porte-stylo, à côté d'une pile de dossiers inachevés. J'ai ouvert la première page et j'ai vu son écriture à l'encre bleue. Chaque personne âgée a été un pilier. Les aider n'est pas de la charité, c'est leur redonner leur juste place. J'ai fermé le carnet doucement et j'ai souri. C'était peut-être son dernier salut et la boussole pour le reste de mes années. Étienne n'est pas revenu ce jour-là. Peut-être avait-il besoin de temps. Je n'étais plus en colère. J'espérais seulement que lorsqu'il verrait l'héritage de Samuel utilisé pour aider les plus vulnérables, mon fils comprendrait. La richesse n'est pas à posséder, elle sert à éclairer le chemin. Ce soir-là, je suis retournée dans la chambre où il dormait et j'ai allumé une autre bougie. Sa lueur a baigné la photo de nous à l'inauguration de la Fondation Aurore. J'ai posé ma main sur le verre et j'ai dit doucement « Repose en paix, Samuel. L'aurore continue et je garderai la flamme jusqu'à ce qu'elle atteigne partout. » Une brise marine s'est glissée par la fenêtre ouverte, faisant vaciller la flamme comme un signe de tête. J'ai souri. Ce soir, je ne me sentais plus vide, car je savais qu'il était toujours là, dans chaque lumière que nous avions allumée ensemble. Cet après-midi-là, la pluie tombait drue, comme un rideau d'argent tendu sur le ciel. La mer se brouillait dans la brume humide, les vagues régulières plutôt que féroces, comme quelqu'un qui taperait doucement sous la surface. J'étais assise près de la fenêtre du bureau, examinant le projet de budget pour la Fondation Aurore, écoutant la pluie frapper la vitre. À la même époque l'année dernière, j'étais sur une vieille chaise en bois, regardant Étienne et Brigitte rire dans la maison que j'appelais autrefois la mienne. La même pluie, mais alors elle était d'un froid glacial. Aujourd'hui, il n'y avait que du calme dans mon cœur. On frappa légèrement. Jean, le directeur de la maison, se tenait dans l'embrasure de la porte, un peu mal à l'aise. « Madame Dubois, il y a une femme au portail. Elle est trempée et dit qu'elle doit vous voir. » J'ai posé mon stylo, fronçant légèrement les sourcils. « Qui est-ce » Jean a hésité un instant, puis a dit « Elle dit que son nom est Brigitte. » La pièce a semblé suspendre son souffle. Je suis restée immobile, mon cœur se serrant un moment, non par peur, mais par surprise. Ce nom avait été autrefois une coupure dans mon cœur, et maintenant il frappait à ma porte. J'ai hoché la tête. « Amenez-la au salon. Des serviettes et du thé chaud. » Quand je suis entrée, Brigitte se tenait près de la cheminée, mince dans un manteau trempé. Ses cheveux étaient emmêlés, son maquillage avait coulé. Des cernes sombres sous ses yeux. De la boue collait à ses chaussures, et son sac usé semblait avoir été sorti d'une poubelle. Aucune trace ne restait de la femme qui souriait avec suffisance dans les soirées mondaines et me donnait des ordres dans ma propre maison. Elle a levé les yeux quand elle m'a vue. Dans ce regard hésitant, j'ai vu la honte de quelqu'un qui avait enfin appris sa vraie place. « Madame Hélène » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je suis désolée de venir sans appeler. Il pleut et je n'ai nulle part où aller. Je demande juste à rester quelques jours, jusqu'à ce que je puisse trouver un nouvel endroit. » Je l'ai regardée et je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Les seuls sons étaient le crépitement du feu et la pluie sur le porche. Je me souvenais clairement du jour où elle m'avait regardé de haut depuis les marches avec ce sourire plat et une phrase froide, comme l'acier. « Ton odeur de médicament gâche la fête. Il vaut mieux que tu restes dans ta chambre. » Je ne lui en voulais pas. Pas besoin. La vie lui avait arrangé une leçon plus précise que tout ce que je pouvais dire. Je suis allée à la table, j'ai versé plus d'eau chaude dans la théière. La vapeur s'est élevée avec le doux parfum de réglisse et de miel.
Puis, j'ai parlé d'une voix posée. Je n'ai pas de chambre d'amis, Brigitte, mais j'ai un conseil, celui-là même que tu m'as donné. Recommence par toi-même. Elle a baissé la tête, les mains jointes. Je pensais que tu étais faible. Quand tu étais silencieuse, je pensais que tu avais peur. Quand tu es partie, je pensais que tu avais perdu. Je n'ai pas compris. J'ai souri doucement, sans colère ni pitié. Le silence n'est pas de la faiblesse, Brigitte. C'est de la patience, et la patience, tôt ou tard, recouvre sa dette. Elle a levé les yeux, pleins de larmes. J'ai tout perdu, Madame Hélène. Étienne est parti. Je suis ruinée. Mes amis m'ont tourné le dos. Je n'ai rien. Je l'ai étudié un long moment. Peut-être que pour la première fois de sa vie, Brigitte ne se cachait pas derrière le rouge à lèvres ou l'orgueil pour couvrir le vide intérieur. J'ai dit doucement. Perdre tout n'est pas le plus effrayant, Brigitte. Le plus effrayant, c'est de n'avoir rien appris après avoir perdu. Elle n'a rien dit de plus. Elle a juste hoché la tête, a posé la tasse de thé et s'est tournée pour partir. Alors qu'elle franchissait la porte, une rafale de vent marin l'a claqué contre le cadre, un son comme un point final. J'ai regardé sa silhouette s'estomper sous la pluie. Pas de jubilation, pas de triomphe, seulement de la légèreté, comme si la dernière ombre du passé s'était levée de mon seuil. Vers le crépuscule, j'ai mis un manteau et j'ai marché sur la plage. La pluie avait cessé. Le soleil perçait faiblement à travers de lourds nuages, teintant l'eau d'un gris argenté. J'ai marché lentement, laissant le sable céder sous mes pieds, laissant le vent tirer sur l'ourlet de ma robe. L'océan ne me rendait plus triste. Il me rappelait simplement que tout peut être lavé. J'ai pensé au visage qui avait traversé ma vie. Étienne avec ses remords, Samuel avec son doux sourire, Brigitte errant sous la pluie. Chacun son propre chapitre, et moi la seule à écrire la ligne finale. Quand je suis rentrée, la maison était éclairée. Jean a apporté le dossier du premier budget annuel de la Fondation Aurore avec une note. Tous les chiffres vérifiés. Il ne manque que votre signature finale. Je me suis assise au bureau, caressant le stylo familier de Samuel. Dehors, le vent soufflait toujours, les vagues frappant les rochers. J'ai ouvert chaque page, dont programme d'aide, plan de formation juridique pour les personnes âgées. Chaque chiffre, chaque ligne semblait être une petite veine pulsant à l'intérieur d'un nouveau corps. La chose que Samuel et moi avions construite ensemble. J'ai atteint la dernière page, la ligne de signature pour le directeur exécutif. Sous l'impression en gras, Hélène Dubois, fondatrice et directrice. J'ai pris une inspiration. J'ai signé, puis j'ai ajouté une petite ligne manuscrite. Ne jamais rouvrir la porte qui vous a autrefois mis dehors. Je suis restée assise en silence, regardant les mots séchés sous la lampe de bureau. À cet instant, je ne me sentais ni la blessée, ni la victorieuse. Je me sentais libre. La vraie liberté qui vient quand on n'a plus besoin de quelqu'un d'autre pour prouver sa valeur. Dehors, la pluie a cessé complètement. Au loin, le dernier tonnerre a roulé et s'est dissous dans la mer. J'ai fermé les yeux, laissant ce son se mêler à ma respiration comme un chant de libération pour le passé et le présent. Je me suis murmuré à moi-même et à Samuel s'il écoutait quelque part. À la fin, tout est à sa place. Ceux qui sont partis et celle qui est restée. Un éclair a vacillé sur la vitre. Le vent a traversé les oliviers, les feuilles, bruissant comme des applaudissements pour une fin paisible. J'ai éteint la lampe, j'ai fermé le dossier et j'ai laissé l'air marin remplir la pièce. Maintenant, tout était vraiment calme. Plus de pluie, plus de reproches, plus de voix insistantes dans ma tête.
Seulement moi, Hélène Dubois, la femme autrefois chassée de sa propre maison, maintenant assise dans une pièce lumineuse, signant les dernières vérités d'une vie. Le respect de soi, la liberté et la paix. Le printemps est arrivé plus tard que d'habitude. La brise marine n'était plus mordante. Elle portait juste un peu de sel et l'odeur de l'herbe mouillée après la pluie nocturne. J'étais assise sur le porche avec une tasse de thé fumante, regardant les premiers jonquilleuses fleurir. Après une année orageuse, la maison comprenait enfin ce que signifiait le calme. J'allais me lever quand on a frappé au portail. Jean est allé ouvrir. De loin, je n'ai vu qu'un homme grand et mince dans un manteau gris argenté, le vent repoussant ses cheveux grisonnants. Il marchait lentement, s'appuyant sur une canne en bois, légèrement chancelant comme s'il pouvait tomber. Quand il s'est approché, j'ai réalisé que c'était Étienne, le fils qui m'avait mise à la porte, qui m'avait qualifié de fardeau. Maintenant, il se tenait devant moi, l'ombre de lui-même. Sa peau était pâle, ses yeux enfoncés, sa respiration courte et tremblante. Sa main tremblait sur la canne, mais ses yeux, pour la première fois depuis des années, ne contenaient que la vérité. Avant que je puisse parler, il s'est agenouillé sur les marches, la voix rauque. « Maman, je suis désolée. Pas pour l'argent, pas pour la fondation, pas pour le passé, pour toi. » Je suis restée immobile. Le temps s'est arrêté. La brume de la pluie printanière a mouillé ses épaules, a coulé sur la main qui serrait la canne. Je me suis approchée, je me suis penchée et j'ai posé une main sur son épaule. « Étienne, lève-toi. Le vent est froid. » Il a levé les yeux, les larmes se mêlant à la pluie. Dans ses yeux, j'ai revu le garçon qui s'agrippait autrefois à ma main pour traverser la rue, qui riait fort devant son gâteau d'anniversaire. J'ai dit, la voix épaisse mais stable. « Je ne peux pas tout pardonner encore, mon fils. Mais je t'aime toujours. Je t'ai toujours aimé. » Il a hoché la tête en sanglotant. Puis il m'a raconté, en morceaux brisés, comme si chaque mot était une plaie ouverte. Après le départ de Brigitte, il avait perdu son emploi. Il avait essayé d'emprunter pour rouvrir son commerce, mais s'était fait escroquer. La dette s'était accumulée. Ses amis l'évitaient. Il avait bu, beaucoup bu pour oublier, mais rien ne s'effaçait. Chaque fois qu'il décuvait, tout ce qu'il voyait, c'était mon visage. Le jour où il m'avait mise à la porte, le hantait sans cesse. J'ai écouté sans l'interrompre. Certaines douleurs ne font que s'amplifier si on parle par-dessus. Quand il a fini, je me suis levée et je suis allée à la cuisine. J'ai préparé une théière de thé vert. J'ai versé 2 tasses et j'en ai posé une devant lui. « Bois. Réchauffe-toi d'abord. Nous parlerons après. » Il a pris la tasse, tremblant toujours, les yeux humides. Je me suis assise à côté de lui, regardant une petite bougie vaciller dans le courant d'air. Nous n'avons rien dit de plus. Le silence entre nous n'était plus un mur. C'était un pont fragile. Quand l'horloge a sonné 9 heures, j'ai demandé à Jean de préparer le salon pour lui. Il a essayé de me remercier, la voix faible. J'ai juste souri et j'ai remonté la couverture sur sa poitrine. « Dors, Étienne. Il fait froid ce soir. N'ouvre pas la fenêtre. » Je ne sais pas quand je me suis endormie. Je sais seulement que le matin, lorsque la première lumière a touché les rideaux, quelque chose était différent. La maison était inhabituellement silencieuse. Pas de bruit de gens dans la cuisine. Pas de pas. Je suis descendue. La porte du salon était entr'ouverte. Le rideau bougeait dans le courant d'air. Étienne était allongé sur le canapé, la couverture sur sa poitrine, son visage étrangement paisible. J'ai appelé doucement. « Étienne, il est temps de se lever. » J'ai fait du thé. Pas de réponse. Je me suis approchée,
et j'ai touché sa joue. Froide. Tout autour de moi a semblé s'arrêter. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis agenouillée près de mon fils. J'ai tenu sa main inerte et j'ai murmuré. Repose-toi maintenant, Étienne. Tu as enfin trouvé la paix. Par la fenêtre, les nuages se sont déchirés et une chaude lumière du soleil est tombée sur son visage. Peut-être que le ciel était clément, lui offrant une dernière matinée chaude. Je suis restée avec lui longtemps, jusqu'à ce que Jean appelle le médecin. Ils sont venus et ont confirmé d'un signe de tête solennel. Personne n'a pleuré. Pas besoin. Je savais que c'était ainsi qu'Étienne avait choisi de finir. Silencieusement, sans bruit, sans une autre erreur. Ses funérailles ont été simples. Pas de fleurs coûteuses, pas de discours, seulement la mer pour musique. Je l'ai enterré dans le jardin derrière la maison, d'où l'on peut entendre les vagues chaque matin. Une petite pierre gravée avec seulement Étienne Dubois, fils. Pas parfait, mais aimé. Quand le maçon a posé la pierre, la brise marine s'est levée, transportant du sel et du sable dans l'air. Je suis restée debout, serrant fort le petit carnet que Samuel m'avait donné. Que le passé soit une leçon, pas un carcan. Étienne était parti. Mais dans son départ, je ne me sentais pas vide. Je ressentais de la compréhension. La compréhension que le pardon n'efface pas la douleur. Il la transforme en quelque chose de plus léger, comme la pluie qui lave la poussière, mais laisse la marque de la terre. La compréhension que le véritable amour n'est pas de retenir quelqu'un ici. C'est de le laisser se reposer quand il ne sait plus comment se tenir debout. Quand tout le monde est parti, je suis restée seule. La mer était calme, l'eau teintée par le coucher du soleil. J'ai déposé un bouquet blanc, j'ai touché la pierre froide et j'ai dit doucement « Je te pardonne, Étienne. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que j'ai besoin de paix. » Puis, je suis rentrée à la maison. La maison retenait son souffle en silence. J'ai fermé la porte, j'ai accroché mon manteau. Dans le miroir, la femme qui me regardait n'était pas une mère veuve ou une vieille femme mise de côté. C'était une survivante de la blessure, du temps, d'elle-même. Je me suis assise à la table, j'ai versé du thé et j'ai écouté le doux sifflement de la bouilloire. Dehors, les vagues continuaient de travailler le rivage, patientes comme jamais. Lentement, j'ai écrit dans mon journal. Le pardon ne fait pas disparaître la douleur. Il nous rend assez forts pour regarder en arrière sans trembler. J'ai posé le stylo et j'ai regardé par la fenêtre. La lumière se retirait de l'eau, laissant une fine ligne dorée à l'horizon. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément, laissant l'air salin remplir mes poumons. À l'intérieur, plus rien n'était lourd. Seulement un doux espace vide où la mémoire et le présent pouvaient coexister en silence, comme deux vagues qui se touchent et s'estompent, pour que la mer puisse redevenir lisse. Je savais qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne frapperait plus avec des dettes ou des regrets. Seulement moi et le son doux d'une vie qui s'était refermée paisiblement. Ce matin, j'ai ouvert la porte du vieux bureau de Samuel. La pièce gardait encore l'odeur du thé au jasmin, du papier neuf et du chêne qu'il aimait. La lumière du soleil se déversait par la fenêtre sur le bureau où il avait passé des heures à lire mes rapports. J'ai épousseté chaque tiroir et chaque étagère. Puis, j'ai placé sa photo à côté de la charte de la Fondation Aurore, deux symboles de sagesse et de bienveillance, toujours côte à côte, comme des amis fidèles. Sur le mur derrière le bureau, j'ai accroché un nouveau cadre. Les personnes âgées, que la Fondation avait aidées, une femme récupérant une maison volée, un homme
recouvrant une pension qui avait été détournée. Chaque visage, chaque sourire était la preuve que la justice peut arriver tard, mais elle arrive. Mon travail est simple maintenant. Le matin, je rencontre ceux qui ont besoin d'aide. Ils apportent des histoires enchevêtrées, des dossiers épais et des yeux bordés de peur. J'écoute sans jugement. Beaucoup baissent la tête en parlant, comme s'ils avaient honte peur qu'on se moque d'eux. Je leur tiens simplement la main et je dis « J'ai été là. Croyez-moi, nous pouvons en sortir ensemble. » L'après-midi, je joue du piano. Pas pour quelqu'un, pas pour un public, juste pour me redonner du son à moi-même. Les notes flottent dans la grande pièce et se mêlent aux vagues au dehors. Certaines chansons que je jouais quand Étienne était jeune. D'autres que personne n'a entendues. La musique n'est ni triste ni joyeuse, juste paisible. Parfois, je repense aux premiers jours où Étienne et Brigitte m'ont mise à la porte. Quand je me tenais sous la pluie avec une valise et le cœur brisé. Mais maintenant, je comprends. Ils ne m'ont pas jeté hors d'une maison. Ils m'ont poussé vers la liberté. La liberté n'arrive pas avec des acclamations ou des victoires. Elle arrive quand vous réalisez que vous n'avez plus rien à prouver. Quand vous vivez avec bienveillance, tranquillement, et que vous gardez la tête haute malgré les pertes. C'est la vengeance la plus élégante. Je me suis assise au bureau et j'ai ouvert mon journal usé. Sur ces pages épaisses, mon écriture court comme un battement de cœur. Jour de pluie, nuit de tempête, les histoires des autres et la mienne. Sur la dernière page, j'ai écrit la ligne finale. Lentement et clairement. Je m'appelle Hélène Dubois. Je me tiens droite. J'ai posé le stylo et j'ai pris une profonde inspiration. L'air marin est entré par la fenêtre, transportant l'odeur du sel et le cri des mouettes. J'ai ouvert les fenêtres en grand pour que la brise puisse faire flotter les rideaux blancs. Tout semblait à la fois réel, léger et beau. Au loin, les lumières de la baie ont commencé à clignoter. De petits bateaux rentrant au port après une longue journée. Cette lueur ressemblait à un signal pour ceux qui sont tombés. Il y a toujours un rivage où retourner. Toujours un lendemain pour recommencer. J'ai souri doucement à la photo de Samuel et j'ai murmuré « Samuel, je l'ai fait. Tu vois, la mer est calme aujourd'hui. » Une forte rafale est passée. La bougie sur le bureau a vacillé, puis s'est redressée. Je savais que s'il était là, il sourirait simplement et dirait « Je t'avais dit que tu étais plus forte que tu ne le pensais. » J'ai fermé le journal et j'ai regardé le coucher de soleil se dissoudre sur l'eau. Le temps avait pris beaucoup, mais il m'avait rendu la chose la plus précieuse, le calme dans mon âme. Plus de ressentiment, plus de « et si », seulement le présent, plein et suffisant. Si vous avez écouté jusqu'ici, peut-être avez-vous aussi une Hélène en vous. Une partie qui a été blessée, incomprise, chassée d'un endroit que vous appeliez autrefois votre foyer. Si mon histoire vous a fait penser à votre mère, à votre père ou à vous-même, dites-moi d'où vous regardez et ce que vous feriez si vous étiez mise à la porte de votre propre maison. Je veux vraiment entendre votre histoire, même si ce n'est qu'une ligne. Merci d'avoir passé du temps avec mon parcours, celui d'une femme ordinaire apprenant à se relever après une perte, à pardonner sans être faible et à sourire quand le passé frappe à la porte. Si vous croyez que la résilience, l'honneur et le renouveau ont encore leur place dans ce monde, laissez un commentaire. Aimez, abonnez-vous et restez avec moi. À tout âge, nous pouvons recommencer, aimer à nouveau et nous tenir droit en tant que nous-mêmes. Merci du fond du cœur. Et si vous écoutez attentivement, quelque part là-bas, la mer chante toujours.